existe en Corse un patrimoine dont les trésors sont dispersés à travers tout le territoire. Là, c'est une église en ruine, au milieu de nulle part. Ailleurs, c'est une chapelle isolée qui abrite des fresques du XIVe siècle. J'ai grandi avec ce patrimoine sans vraiment connaître son histoire. Qu'est-ce qui le caractérise? Pourquoi ces églises semblent-elles loin de tout? Pourquoi certaines d'entre elles abritent des fresques? En voulant en savoir plus, j'ai alors emprunté un détour inattendu. Ma découverte du patrimoine roman de la Corse commençait en Belgique. Claudine Lévy, archéologue de formation, et son mari Philippe Deltour se consacrent depuis plus de 20 ans à la recherche d'édifices romans. Alors, Santa Lucia, Niello, on va y arriver. Voilà, ruine de l'église Sainte-Perpétue, à la parcelle 353. Et là, Geneviève Moracchini-Mazel a pris des photos d'une maisonnette dans laquelle il y a des pierres de remploi, comme ici par exemple, avec ces blocs avec des archivoltes. Donc ça, ce sont des blocs qui se trouvaient au-dessus des fenêtres. Et il y a une très jolie gravure sur laquelle le soleil devait probablement donner, qui devait animer la façade. Et il y a d'autres blocs qui se trouvent ici, dans le pied droit de la porte. Et c'est très souvent ce qui reste des chapelles, parce qu'au cours du temps, les villages ont changé d'endroit. Il y a eu la révolte des seigneurs, il y a eu Gênes qui est passé par là et qui a détruit pas mal de sites et de villages en représailles de révolte. Et les pierres, qui sont des pierres bien taillées, ont été récupérées pour faire des maisons, pour faire des paliers, pour faire des érablés, enfin bon. Donc parfois, on ne retrouve plus l'emplacement de la chapelle elle-même, mais un témoignage qui sont dans ces pierres de récupération. On a prospecté à peu près 400 sites. Ici, par exemple, il y a des photos des différents sites où nous avons été. Alors tout ça, c'est classé par région. Dans chaque région, il y a des chapelles. Ça devient un peu beaucoup et il faut mettre ça en ordre. Donc j'ai commencé, mon boulot actuellement, c'est de créer une petite database dans laquelle, par exemple, si je cherche Calenzane, voilà, quelles sont les photos que j'ai pour Calenzane. Alors j'en ai évidemment une tapée. Donc, je peux aussi travailler de manière plus sélective et dire, par exemple, pour la commune de Calenzane, donnez-moi les photos de, disons, Pietro de Lioli, voilà. Alors, évidemment, j'en ai déjà beaucoup moins. Donc, c'est un gros boulot. Pour le moment, je suis à une centaine de chapelles qui ont été triées, mises en ordre, etc. Aux environs de 2003, d'après les photos que j'ai retrouvées, on a fait une excursion dans le Cap Corse et surtout dans le Bozio. Et là, personnellement, j'ai eu le coup de foudre pour ces chapelles à fresques dont on trouvait la clé cachée derrière le pot de fleurs. Bon, ça a changé tout ça maintenant, mais et on s'est dit, au fond, on va découvrir progressivement et un peu systématiquement les régions. Puis on a eu 80 édifices. On s'est dit, tiens, on fera peut-être bien un site internet. Et puis donc on a mis ça sur internet. Et puis le site a grossi au fur et à mesure des années. On avait à peu près 300 édifices en stock. Et c'est comme ça qu'est né le projet de publier ce qu'on avait en stock. Puis on s'est rendu compte qu'en un volume, c'était pas possible, donc on en a fait 2. Et comme toujours, ça démarre petitement, et puis on se prend au jeu, et puis on publie un peu, et puis on publie plus, et puis on rencontre des gens, et de fil en aiguille, c'est devenu quand même un petit peu un gros machin, quoi. Voilà. L'histoire de Claudine et Philippe avec la Corse remonte à plus de 50 ans,
avec une maison familiale en Balagne. Mais depuis 2003, il sillonne l'île dans ses moindres recoins, à la recherche d'édifices romans. Peu à peu, ils sont devenus aussi intimes avec le territoire qu'avec son histoire. Ça me semble mieux. On y va? Oui, droite. Et alors quoi, ça descend? Ah oui, là derrière. Allez les chiens, montre-nous le chemin. Philippe, ça continue à descendre, hein? Oui, oui. Jusqu'à présent, ce n'est rien, c'est quand on remontera. Les édifices romans se multiplient surtout à partir du XIIe et du XIIIe siècle, en Corse. Et finalement, on appelle ça la période de Pise, un peu la période pisale. C'est une époque où on est une île un peu sylvestre, montagneuse, un peu isolée comme ça, et tout d'un coup apparaît dans le circuit une cité, Pise, qui est la première en Europe à introduire l'idée communale, à faire commune. Vous voyez, c'est la rencontre entre l'hypermodernité, je dirais, et puis un endroit qui est quand même un conservatoire de choses anciennes. Et cette rencontre se fait dans un moment où il y a des grands acteurs historiques, c'est-à-dire le pape, l'empereur, qui s'opposent l'un avec l'autre, et puis il y a la société corse, c'est-à-dire les seigneurs qui sont là, les gentilshommes, c'est-à-dire des nobles mais qui ne sont pas seigneurs, les paysans et les clercs, les prêtres aussi. Donc voilà les acteurs en présence. Alors le pape va confier la Corse à l'évêque de Pise. On est en 1077, l'évêque de Pise a eu beaucoup d'autres choses à faire. C'est justement l'époque où la cité de Pise devient commune. Il y a des renversements d'alliances, enfin c'est très compliqué. Et donc, à mon avis, il ne s'est rien passé à ce moment-là. Et c'est seulement en 1091 que l'affaire revient sur le tapis, et que là, cette fois, ça va être beaucoup plus sérieux. Le pape donne d'abord en location à l'évêque de Pise, puis lui confie l'investiture des évêques corses. Donc, il fait de l'évêque de Pise un archevêque. On est donc 1091-1092. Et à partir de là, Pise intervient en Corse. Et on ne sait pas tout à fait comment. Et Gênes, pendant ce temps-là, pousse sur la côte ouest, remonte peu à peu sur la côte ouest de la Corse, la Balagne, et aussi le Cap Corse. Et s'oppose à Pise qui domine en quelque sorte, mais Gênes rentre dans le circuit. À tel point qu'en 1133, le pape décide de donner la moitié des diocèses à Pise et la moitié des diocèses à Gênes. À partir de là, on entre, on va dire, dans une ère un peu différente, les choses sont un petit peu apaisées. Et puis, c'est dans toute cette époque que se construisent des églises. En gros, cette période pisane, même si elle est assez courte, finalement, à l'échelle de l'histoire de l'île, elle a vraiment marqué le territoire, notamment encore d'un point de vue religieux et architectural, avec un modèle, enfin des modèles qui se diffusent. Alors là, c'est des modèles plus petits, une architecture plus classique, mais avec aussi ce qu'on appelle des édifices et églises pisanes, qui sont ces églises à dimension de gabarit beaucoup plus grandes, qui reprennent vraiment des éléments de décor qu'on retrouve notamment sur la Toscane actuelle, sur les édifices autour de Florence ou Pise ou Sienne, et qui ont été donc importés à l'île, probablement par des équipes de bâtisseurs à l'époque, qui ont diffusé le modèle, qui l'ont certainement enseigné aussi à des maîtres maçons corses, et qui ont ensuite essaimé tout autour de l'île. Direction Castille, là. Mais là, on va essayer quand même de bien se suivre
Et à un moment, je vous attendrai au carrefour, hein, on va se suivre et on descendra sur la petite chapelle. Là, il y aura moins de problèmes pour se garer. Elisabeth Pardon fait partie de ces gens qui veillent sur le patrimoine et qui le font vivre. Elle a d'ailleurs souvent aidé Claudine et Philippe dans leurs recherches sur le terrain. Mais ce jour-là, entre Cortenay et Bauge, elle emmène un groupe de visiteurs à la découverte de chapelles à fresques. Des chapelles romanes dont les absides et parfois les murs latéraux ont été peints dans les siècles suivant leur construction. San Michele. Est-ce que vous êtes un petit peu intime avec Saint-Michel? Pas spécialement? Vous ne le connaissez pas plus que ça? Donc, moi, j'adore cet espace parce que on est complètement dedans. On est vraiment à touche-touche. C'est pas un édifice où les saints sont loin. Ils sont vraiment tout près de nous. Voilà, on est tout proche d'eux. Et alors, évidemment, l'espace central, c'est l'espace de l'abside. On a l'image du Christ. Et alors, on va l'examiner parce qu'on va le retrouver dans toutes les chapelles à fresques qu'on a en Corse. Regardons-le bien. D'abord, c'est le personnage le plus grand, bien sûr. Il est installé sur un trône. Ici, derrière lui, il a, lui servant de dossier, une muraille. C'est la muraille de la Jérusalem céleste. Il a sa main droite levée, avec 3 doigts levés, qui évoquent Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il représente la Trinité à lui tout seul. Et les 2 doigts qui sont repliés représentent sa nature humaine et sa nature divine. Par ailleurs, dans toutes ces chapelles à fresques, on a, souvent c'est dans les équations de l'arc, la représentation de l'Annonciation. Là aussi, il faut bien regarder. C'est toujours un visage de Marie qui est un petit peu méditatif, parce que quand même, mettez-vous à sa place quand même. Vous êtes une jeune fille absolument pure, vous êtes fiancée au bon Joseph, et là, un ange arrive et vous dit vous allez enfanter le Fils de Dieu. Ouf, c'est absolument terrible. Alors, il y a des peintures, je connais des peintures, où Marie est complètement submergée par l'angoisse. Elle tourne la tête ailleurs, elle est terrifiée. Là, c'est pas le cas. Elle est plutôt dans l'acceptation. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce lieu-là? C'est adorable, hein? C'est vraiment une des chapelles que je préfère. Il y a une atmosphère très particulière qui est très, très douce et sympa. Voilà. En 2023, l'église de San Parteo a reçu un prix de la Fondation du patrimoine, qui contribuera à sa restauration. Caractéristique de l'art roman pisan, l'église est aussi un livre ouvert sur les siècles précédant sa construction. La constitution d'un monument roman, c'est un cœur de mur, c'est-à-dire des pierres avec un ciment, un mortier de chaux à l'époque, qui est habillé de part et d'autre, à l'intérieur et à l'extérieur, par des pierres taillées en plaquage. Cette église de San Parteo, elle a l'air comme ça de surgir au milieu des champs. C'est une réalité aujourd'hui, mais en fait sa présence, elle est due à quelque chose qu'on ne voit pas. C'est un très grand cimetière, on pourrait même dire une nécropole, puisque la première occupation date de l'Antiquité. Il y a probablement ici autour de nous et sous nos pieds plusieurs centaines de tombes. C'est donc un édifice funéraire primitif, construit probablement à l'endroit où les gens ont enterré un personnage important, ou les restes, les reliques d'un personnage important, et sur lequel, par dévotion, on a décidé d'ériger, probablement dans le courant du 5e siècle, cette première église funéraire paléochrétienne, donc des premiers temps du christianisme, sur laquelle les Pisans, plus tard, reprendront, un petit peu comme sur le modèle des cathédrales, les bases pour construire, ériger le monument roman que l'on voit aujourd'hui.
Elle présente bien sûr les caractéristiques de base des édifices de l'époque romane. La partie rectangulaire qu'on appelle la nef, qui se termine à l'est, parce que ce sont toujours des monuments qui sont orientés, qui regardent le Levant, par cette partie arrondie, cette partie semi-circulaire qu'on appelle l'abside. Pourquoi l'abside regarde vers le Levant? Parce que l'abside, c'est un endroit très particulier. C'est l'endroit, dans un édifice roman, où se trouve le cœur liturgique du bâtiment, c'est l'autel. Et donc, à un moment donné, par cette petite fenêtre étroite de l'abside, traverse un rayon de soleil qui vient toucher l'autel. Ça fait partie d'une mise en scène, hein. Il faut imaginer aussi comment les gens de l'époque vivent leur religion, ou comment le desservant met en scène la religion dans le cadre de ses différentes cérémonies. Et il s'agit de la reproduction en 3D d'une église piévane de l'Altaroc à Saint-Jean-Baptiste, qui est située sur la commune de Saint-Lucie-de-Talane. Une église que j'ai eu la chance de fouiller avec mon équipe, et qu'on a décidé donc de restituer en 3D, notamment pour le présenter au public, jeune ou moins jeune, et pouvoir un peu expliquer notamment tout ce qui était lié à l'architecture médiévale, et cette architecture qu'on dit de la période pisane, donc on va dire de la fin du XIe et du XIIe siècle. Le fronton avec ses petites arcatures, on voit très bien le détail aussi de ce qu'on appelle les bacchines, et donc des petites assiettes glacurées qui étaient insérées dans la construction, et puis décomposer donc tout le bâtiment pour expliquer toiture, abside, chevet, murs collatéraux, arcatures encore aveugles sur les murs gouttereaux. Et puis à l'intérieur, ce qui est génial dans ce site-là, c'est qu'on a pu modéliser en 3D dans tout l'espace de fouille. Et on voit très bien à l'intérieur donc toutes les tombes qui sont venues percuter le sol de l'église. On voit les aménagements liturgiques, les restes du maître-autel de l'époque médiévale, le reste du petit emmarchement qui permettait d'accéder au chœur. On a aussi des petits éléments qui sont peut-être plus discrets, mais qu'on devine avec ce qu'on appelle la barrière de chancel, le mur de chancel, donc qui est la séparation vraiment entre le chœur, la partie la plus sacrée, et puis la nef de l'église. Donc tout ce vocabulaire-là, en le représentant en modèle 3D, ça nous permet de l'expliquer de manière plus concrète aussi aux gens, aux visiteurs qu'on peut côtoyer lors de fouilles ou de manifestations comme les Journées européennes de l'archéologie. Est-ce qu'on est encore sur un chemin ici? Ah si, quand même. Plus sur la gauche. Oh, il nous dit d'aller par là. Mais c'est à vol d'oiseau, évidemment, hein, donc c'est ça le problème, comme il n'y a pas de sentier. Ah, ça c'est 30 mètres. 30 mètres, oui. À vol d'oiseau, on est à 150 mètres à tout casser. Mais il faut y arriver. Et alors ici, c'est quoi ça? C'est des trucs de sanglier, ça. Voilà, ça devrait se trouver juste devant nous. Ça descend. Donc il faudrait peut-être faire une boucle. Tu vois, contourner comme ça. Parce qu'ici, ça descend. Boum, 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 boum. Au début, on a fait les édifices qui étaient les plus faciles. Bon, il y a toujours avec le problème de clé. Quand l'édifice est complet et qu'il y a une porte, il faut une clé. Mais le projet a vraiment évolué progressivement. Et un des éléments qui nous a quand même poussé à continuer, c'était une rencontre avec Geneviève Moracchini-Mazel, qui a une aura absolument extraordinaire. Il y a un bagage surtout hallucinant. Et toute fière, je lui dis « Ah, pour la Balagne, on a 18 édifices. » Elle me regarde et elle me dit « Qu'avez-vous fait de toutes les autres ?» Alors je dis « Bon, je vais revoir ma copie soigneusement, quoi. Bon. » Oui, je crois qu'aujourd'hui, on doit être à une soixantaine, je crois, pour la Balagne. C'est un peu différent quand même, quoi. Avec la FAGEC, la Fédération d'associations et groupements pour les études corses, Geneviève Moracchini-Mazel a mené pendant près de 60 ans des campagnes de fouilles et de restauration à travers toute l'île.
travail qu'effectuent Claudine Lévy et Philippe Deltour est très important. D'abord, ce sont des continuateurs. Ce sont des continuateurs vraiment d'une partie de l'œuvre de Geneviève Moracchini-Mazel. Alors, pas l'aspect recherche pure, pas l'aspect archéologie, mais l'aspect inventaire, recensement. Leur travail permet aussi de voir, après 60 ans de travaux, et aujourd'hui pratiquement 10 ans après la disparition de Geneviève Moracchini-Mazel, où on en est de ce patrimoine. Si on veut un jour faire une carte archéologique des chapelles au XIIe siècle, par exemple, il faut les points précis. En fait, le gros problème des publications de Geneviève, c'est que la localisation est, dans son esprit, tout à fait claire. Mais quand vous lisez le livre « La telle ruine se trouve à 10 minutes de marche du village de », ou qu'on vous dit, eh bien, vous allez tout droit, au châtaignier, vous allez à gauche, et au deuxième olivier, vous prenez à droite, c'est bien, tant que le châtaignier est là, tant que l'olivier est là. Mais ce n'est pas, je dirais, une localisation que tout le monde peut utiliser. Ou ce n'est pas une localisation qu'on peut facilement placer sur une carte. Donc là, on arrive à la nécessité absolue d'avoir une localisation par GPS. Ah merde! Il y a un beau chemin qui descend. J'ai l'impression qu'on a perdu le chemin. Ah, peut-être ici. Je me demande si là, on n'aurait pas dû aller à gauche. On est vraiment pieds nickelés ce matin. Reconnexion. Trouver un lieu. On donne des indications très intéressantes. Il y a des bois et je suis en Corse. Pas mal. Les coordonnées sont correctes. Oui. Oui, parce qu'on a fait des transpositions entre le plan terrier et le cadastre napoléonien. Et là, sur le cadastre napoléonien, elle est bien dessinée, avec son abside et tout. Et d'après les photos que j'ai retrouvées dans le fond Moracchini-Mazel, il y a des blocs qui sont encore... l'abside est encore en élévation d'1 mètre de haut, à peu près. Donc, c'est pas rien. C'est pas quelques pierres sous un roncier. C'est ça qui est dommage, si on ne la trouve pas. San Sisto résiste. Il faut absolument que je me mette à ces GPS. Allez, on va remonter. Ah ben voilà. Retour à la case départ. C'est une prospection pour un retour. Plus tard. Mais on a fait du chou blanc plus fatigant. Ce que l'on peut voir, malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est que tous les sites qui avaient été retrouvés et mis en valeur par les travaux de consolidation d'urgence de la FAGEC, beaucoup, malheureusement, sont retournés à l'état de maquis. Et on a du mal aujourd'hui, et même moi, quand je les accompagne, à retrouver certains monuments sur lesquels j'ai moi-même participé au tout début des années 2000. On finira par la voir. Hein. C'est terriblement frustrant, mais puisqu'on ne l'a pas trouvé, on y retourne. À Guillaume Cagio, je ne sais plus si on est allé 3 fois ou 4 fois avant de la trouver.
Ah oui, Et Santa Lucia. Et la dernière fois, enfin, la bonne fois, on était dans un maquis où on se frayait un chemin à coups de sécateur, tellement il était dense. Et à un moment donné, on s'est assis pour se reposer, on en avait marre, on a dit bon, ben voilà. On continue encore pendant 5 minutes. Ici, dans 5 minutes, on n'a pas trouvé hors chemin. Et alors, heureusement, 5 minutes plus tard, on a vu quelques belles pierres et on y était. D'où aussi l'utilité l'utilité et même le côté indispensable dans ce que nous faisons actuellement, d'avoir des gens qui connaissent leur territoire, qui s'y promènent, qui l'arpentent et qui peuvent nous aider à trouver des sites que sans eux, on ne trouverait pas. Ce qu'on a publié dans les 2 premiers volumes, il n'y en avait pas tellement qui sont inconnus au bataillon. Pour le 3e volume, certains nous ont demandé de ne pas publier les coordonnées. Et si on nous demande de ne pas les publier, on ne les publiera pas. Mais il est important de relever ces coordonnées GPS, tout simplement pour que les scientifiques ou les historiens qui veulent les étudier puissent y arriver facilement. Oubliés, disparus ou enfouis sous la végétation, ces édifices semblent se trouver aujourd'hui au milieu de nulle part. Mais c'est parce que la réalité du territoire était bien différente à l'époque. On est ici sur un site qui nous parle du 9e siècle. Alors, imaginons à cette époque-là, les églises piévanes, bon, celle-ci, pour nous, elle est loin de tout. Mais comme c'est l'église piévane, je vous rappelle le rôle de l'église piévane, on avait beaucoup plus de diocèses à cette époque-là qu'aujourd'hui, hein, et donc chaque diocèse est divisé en d'autres circonscriptions administratives que sont les pièves. Les pièves, c'est des zones de peuplement. Ici, on est dans la piève de Vélaco. Hein. Et donc, ces pièves ont un centre, et c'est dans ce centre qu'on vient se faire baptiser, que les choses sérieuses commencent. Ce ne sont pas les édifices qui commandent, c'est le territoire qui commande. Et on va construire là où on en a besoin, évidemment. Et en avoir besoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire une charge d'âme. Donc, il y a, à cette époque, beaucoup d'églises qui sont des églises piévanes. C'est une église qui rassemble le peuple de ce qu'on appellerait peut-être un canton, aujourd'hui une vallée, une petite région. Et elles prennent le relais local de la cathédrale. Alors, en général, elles ne s'installent pas dans un village. Il vaut mieux qu'elles s'installent dans une sorte de croisée des chemins, de carrefour, de manière à pouvoir servir sur plusieurs villages. Et donc, ces églises piévanes, ça va être avant tout un endroit où on va baptiser les enfants. Et il y a donc la fonction baptismale et la fonction de rassemblement du peuple de l'église. Mais il n'y a pas une église dans chaque village, vous voyez, c'est pas le principe. Parmi les édifices romans, comme on a cette hiérarchie entre la cathédrale, la piève et les églises paroissiales, on a aussi beaucoup de chapelles qui peuvent appartenir ou non à des ordres monastiques qui se trouvent près des lieux de passage, près d'Anguet, près d'un col, qui sont un petit peu un service le long des routes. Dans les documents un peu plus récents que le Moyen-Âge, on nous parle de moines à la mode corse. Et ces gens-là, ils ont un petit potager à côté de la chapelle, et puis ils ont aussi un petit troupeau. On sait aussi, par exemple, pour San Leonardo, au-dessus de Corte, là, c'est l'endroit d'ailleurs le plus loin qu'on a été jusque maintenant. Et là, on sait que le Monaco à la mode corse, d'ailleurs, c'est marqué dans le texte, c'est-à-dire que c'était
un ermite qui vivait avec sa femme et ses enfants, avait un petit troupeau de chèvres, mais qu'il ne pouvait faire son fromage qu'après l'heure du midi. Donc ça veut dire que le lait était réservé pour les personnes qui en avaient éventuellement besoin. Donc il y a là une valeur de service des populations. Quand on est sur certains sites, on se sent... Mais alors bon, je ne sais pas comment je dois exprimer ça plus précisément, mais on a vraiment l'impression que le temps est présent et qu'on est à la recherche de ce qui s'est passé là, quoi. Voilà. Mon travail d'archéologue, c'est d'essayer de sauvegarder une mémoire. Alors moi, je m'intéresse aux églises médiévales, c'est mon sujet, mais un collègue va travailler sur la préhistoire, c'est un autre sujet. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de mieux connaître les civilisations passées pour essayer de les restituer aux gens d'aujourd'hui. Et c'est une sorte de transmission de la mémoire pour la connaissance simplement d'un territoire, pour la connaissance de l'histoire de l'île, de savoir comment les civilisations passées ont vécu. Une société avec une histoire, avec un patrimoine, ça enrichit de toute façon le village dans lequel on habite, le département dans lequel on habite, la région dans laquelle on habite. Souvent, quand on va visiter un pays, on cherche des endroits avec cette histoire. C'est qu'il y a bien une raison presque, j'allais dire presque organique ou génétique, c'est qu'on va chercher un peu l'histoire de l'endroit qu'on va visiter ou l'histoire de l'endroit où on habite aussi. Ce patrimoine se situe dans des petites communes avec des mairies qui ont peu de moyens et nous commençons à apporter des solutions pour la mise en valeur de ce patrimoine. Il est d'ailleurs prévu au musée de la Corse où nous trouvons une salle qui serait consacrée aux chapelles à fresques, au patrimoine roman, pour permettre, comme le musée de la Corse a une fréquentation de 70 à 80 000 visiteurs, de faire une porte d'entrée pour renvoyer vers ce patrimoine, notamment au centre Corse, où il est nécessaire de trouver des solutions et de soutenir, au-delà de l'aspect financier, techniquement, ces petites communes. Bon, alors, qui est-ce que j'interroge là? Vous reconnaissez un petit peu tout là maintenant, hein? Alors, à la période baroque, on a agrandi en creusant cette chapelle latérale. Le problème, c'est qu'il y avait des fresques. Bon, on a détruit le mur qui les portait. C'était très certainement les scènes de la Passion. Parce que là, vous assistez à l'arrestation de Jésus, en haut. Voilà, on a détruit. Maintenant, quand on fait une restauration, on essaye d'intervenir le moins possible sur le patrimoine et de le préserver tel qu'il est, sans trop toucher. Autrefois, ça se passait pas comme ça. Ah, ça s'abîme, pas de problème, on va repeindre par-dessus. C'est pour ça que c'est très important d'expliquer aux gens ce qu'ils ont chez eux. Parce qu'on a envie de s'occuper que de ce qu'on comprend. Et puis, il faut imaginer aussi le regard des gens à qui ça s'adressait au moment où on l'a conçu, ça. Imaginez ça. Ils n'ont rien chez eux. Ils ont quelquefois même pas de maison. Enfin, ils sont dans la grande pauvreté pour une grande partie. Et ils arrivent ici et ils ont ces images. Mais c'est magique, c'est complètement magique. C'est un éblouissement, quoi. Et on a ça chez nous. Vous vous rendez compte, on a ça chez nous. Voilà, regard complètement d'amour et puis regard de connaissant. Parce que les gens sont devenus... c'est pas très sympa ce que je veux dire, mais les gens sont devenus simplement des consommateurs. Sauf que non, là, c'est pas un regard de consommateur qu'on demande d'avoir, c'est un regard d'amour pour le patrimoine que vous avez chez vous. En fait, c'est quel regard on pose sur les choses, quoi. Claudine et Philippe, mon regard a changé. Avec le patrimoine roman, c'est la Corse d'un autre temps,
c'est un autre territoire qui se dévoile. Notre périple nous mène à Reynaud, où le couple me propose de partir à la recherche d'une chapelle de Crète, juste en face de ma maison de famille. Des beaux châtaigniers, là, rien un peu. Ils sont superbes. Un petit peu voir ce qui se passe là-dessus. Quel beau paysage, c'est superbe. C'est vrai que c'est pas vilain, hein? Et là, il y a un beau panneau de signalisation. Une autre construction dédiée à Saint-Georges s'élevait sur la ligne de crête, prolongeant le promontoire où s'élevait le fort de la Catena. Il subsiste cet édifice, ces vestiges qui se trouvent à 800 mètres d'altitude, surplombant la route menant à Lescia. San Giorgio, saint ayant terrassé le dragon, a christianisé de nombreux sites. On est à quelle altitude? Ah, je n'ai pas sorti mon GPS. Je dirai ça quand on arrivera. Oui, d'accord. Il est Une tout fois au... qu'on saura que c'est 800. Oui, si tu veux. Pauline, hein? Oui. Tu vas trop vite? Ça va comme ça? Ouais, ça va, ça. C'est parce que je suis pressée de la découvrir, tu vois. Voilà. Ouais. Écoute, elle t'attend depuis tellement longtemps. Elle partira pas. Bon, il faudrait qu'on trouve un replat. Il y a un cochon, on pourrait lui demander où c'est. Ah, ben voilà, on est dessus. Génial. Ah, ben voilà. Ça y est, on l'a trouvé. Gandé, sur le replat, là. Non, juste devant moi. Un bel alignement de pierres. Parfait, juste comme il faut. Et alors, il y a ici autre chose. Ah oui. Il faut voir si c'est pas un mur de... Ah oui, ça c'est nickel. Hein. Ah oui, voilà. Bon, et l'abside était où là-dedans? Attends, une minute. On a déjà repéré un mur. On sait que la christianisation a commencé en Corse via les villes romaines, évidemment. Ça, c'est tout à fait logique. Oh, bon, Ajaccio, Sagone, Mariana, Bravone. Et ça, on sait que c'est fin 4e, début 5e. Là, maintenant, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est dans cette fourchette-là. On sait, et là, tout le monde est d'accord aussi, qu'au 12e, Pise a mené une énorme campagne de reconstruction et de construction, les deux. Mais que s'est-il passé entre les deux? On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait rien eu. Donc, il y a eu des communautés, il y a eu des édifices qui se sont bâtis. Mais est-ce que c'est 9e? Est-ce que c'est 6e? Bon, alors Geneviève Moracchini-Mazel a mis au point un système qui est cohérent. C'est de se dire qu'on part du plus simple vers le plus sophistiqué. Bon, mais ça, c'est une intuition. Je pense qu'il faudrait que ça puisse se confirmer par des recherches archéologiques et surtout par une étude sur l'ensemble de l'île.
et se dire qu'il y a certaines zones qui ont été plus développées, notamment au début, à l'époque romaine, c'était les ports romains, ça c'est incontestable. Et puis après, peut-être qu'il y a eu probablement eu d'autres éléments qui ont mis en valeur d'autres régions. Donc si on n'a pas cette vue globale, on a une étude qui est tronquée en fait. Sur la période du Moyen-Âge, si on fait le bilan aujourd'hui, c'est une de nos préoccupations principales. Très peu de sources écrites, très peu d'objets et quelques éléments d'architecture. C'est pourquoi l'architecture et les édifices romans sont importants, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment nos principales traces sur une période de quasiment 10 siècles. Sur les sites comme ça, sur lesquels je peux, moi, intervenir sur les édifices des églises médiévales, on essaye de pister autour de ces édifices des restes, des traces, des vestiges qui pourraient remonter sur des périodes un petit peu plus anciennes et qu'on a du mal finalement à percevoir aujourd'hui au sein de l'île. On sait évidemment que l'île n'est pas abandonnée, qu'il y a une occupation, qu'il y a une vie, qu'il y a des habitants, de l'artisanat, enfin voilà, une vie d'une communauté. Mais elle est mal connue, voire je dirais pas inconnue, mais très, très, très mal connue. La fouille archéologique autour de ces églises ou dans ces églises a, à mon avis, deux intérêts principaux. Il y en a un qui est de faire avancer nos connaissances sur la vie sociale à l'époque. Parce qu'on va trouver des petites choses de la vie de tous les jours qui sont là, qui sont restées là par hasard. Et éventuellement aussi sur la liturgie, la manière dont est disposé l'autel, si on a des armoires eucharistiques ou des choses comme ça, et aussi sur les pratiques funéraires. Le deuxième intérêt, c'est de retrouver en fouillant, des traces d'édifices antérieurs. Et donc de pouvoir éventuellement les dater, de voir s'ils étaient là à l'Antiquité tardive, ou s'ils ont été mis en place au 8e, 9e, 10e siècle, peut-être. Vous voyez, il y a là une voie intéressante, parce que ce sont des périodes quasiment pas documentées en textes écrits, enfin très peu en tout cas. Et donc, il est certain qu'on peut avancer de ce point de vue-là également. Alors tout à l'heure, à Favalel, on avait Gabriel, mais on n'avait pas la Vierge. Et là, on a la Vierge, mais on n'a pas Gabriel. S'il fallait mettre côte à côte toutes ces têtes de Christ, on verrait de sacrées différences quand même. Là, c'est quand même un Christ paysan. Il a des mains de travailleur. Hein. Favalel, c'est des mains d'intellectuel. Hein. Il y a une balade qui serait envisageable, qui ferait San Tommaso de Pastourès. On pourrait aller ensuite à Candia, et là aussi c'est très beau, c'est très naïf aussi. Naïf mais adorable. Adorable. Ici je fais toujours quelque chose parce que c'est un cimetière, que j'ai des amis qui sont enterrés là, et donc je vais chanter un Libérame. De morte eterna, ila tremanda, quando uccelli movan di su.
est ici, là. Ah oui, c'est le même qui se prolonge. Attends, l'est est par là. Je vais te dire ça directement, avec précision. Alors, le nord... Le nord est par là. Minute. Voilà. Le nord est là-bas. Voilà. L'est est à ma droite. Donc, l'abside devrait L'est est plutôt par là. être par ici quelque part. Devrait, hein. Si, ça a l'air de partir par là. Hein. Regarde Claudine ici. Attends, je sais plus très bien au-dessus, moi, aussi. Il y a des trucs. Ah oui, je dois encore aller jusque-là. Claudine, hein. Ah, bah, elle est grande. Oui. Ici, il y a des trucs dont je me demande si ça tourne ou pas, quoi. Il y a un éboulis de quelque chose. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme éboulis. Est-ce que c'est un truc qu'ils ont fait après, qui s'est effondré? Il y a de très jolies pierres taillées. Il y a du gris, il y a du rose. Ça doit être assez joli. Hop là, oui. Est-ce qu'il y a des restes d'une base du mur qui tournait? C'est ça qui me Je crois qu'il y chipote. avait une abside. Pardon? Tu vois une abside quelque part, toi? Non. Ici, viens voir. Attends, j'arrive. Je vais d'abord terminer ici. Alors, Si c'était en meilleur état, on pourrait y voir un arrondi d'abside, mais c'est... non, on est du mauvais côté. On est du mauvais côté. Mais regarde cette pierre-là. Ça pourrait, C'est hein? un angle, hein, c'est un angle de Oui. quelque chose. Mais non, normalement, il y avait une porte, là. Alors, est-ce que c'est... Est-ce que ce sont les grosses pierres du pied droit de la porte? Difficile à dire. On a en tout cas les deux murs latéraux, ça c'est certain. Bon, elle était peut-être de plan rectangulaire, hein, ça arrive. Ou qu'elle a été transformée au cours de sa longue vie. Elle a pu être transformée en abri, en tout ce qu'on veut, en utilisation pastorale. Aïe. Ah non, ça va. « 8,90 m. Pas mal. On va pouvoir dégager. Ben, la nef faisait 7,70 m sur 3,80 m à l'intérieur. Et le plan va être difficile à voir. Oui, moi, la seule chose qui me chipote, c'est... C'est l'abside. On voit pas clair. Non.
Ailleurs, de la Balagne à la Costa Verde, du Roustine à l'Alta Rocque, du Cap à l'extrême sud, il existe d'autres trésors romans à découvrir ou redécouvrir. Parfois, à 2 pas de chez soi.